Bon Thibaut, merci de me faire l'honneur de ta présence aujourd'hui. Kian, bonjour. Ça va? Ouais, ça va super. Je suis très content que tu m'invites pour ton premier épisode, si je C'est dis pas mon de bêtises. premier épisode, c'est ça. Fier de Aujourd'hui, toi. on veut essayer de proposer un format plus pro, plus sympa, brut aussi, tu connais. Moi, j'aime bien quand il n'y a pas trop de préparation. Et On va voir où t'inquiète on pas que ça va ira. être brut. Ça va être très très brut. J'espère que ceux qui nous regardent vont apprécier. J'espère aussi. C'est aussi mon premier, tu vois. Donc ça fait un petit moment qu'on se connaît maintenant. Et donc je suis Ouais. très content que tu m'invites pour ton premier épisode, qui sera le mien aussi. Voilà, incroyable. Ce que je te propose, c'est qu'on commence tout de suite par nos présentations. Tu Ouais. nous expliques un petit peu ce que tu fais, parce que moi, je te connais très bien, mais les personnes qui vont voir ce podcast, pas du tout, ou très peu. Et du coup, j'aimerais bien que tu mettes un petit peu en avant ce que tu as fait, où tu en es aujourd'hui, par où tu es passé, etc. Tu vois? Ok, eh ben écoute, je vais essayer de te la faire la plus claire possible. Du coup, Thibaut, breton, 26 ans. Ok. Je suis à mon compte depuis un peu plus d'un an et demi maintenant. Et avant, j'ai bossé dans une agence Social Ads qui est un petit peu connue maintenant, qui s'appelle Kudak. Très connu. Donc à l'époque, moi, j'ai eu la chance de rentrer chez Kudak. On était 5 ou 6. Ok. Donc au tout début de Kudak, je suis resté un an et demi. Super aventure. Honnêtement, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. J'ai eu la chance d'arriver au moment où Kudak grandissait très vite. Donc, en fait, ça m'a formé parce qu'avant ça, j'étais pas forcément très expert du monde marketing. Ok. J'avais eu une petite expérience en start-up, mais qui s'était pas forcément très bien passée. Donc, Kudak, pendant un an et demi, avec notre ami Théo Lyon, que j'aime beaucoup. Qu'on salue. Force à toi, Théo, si tu nous regardes. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, est-ce que j'irais pas voir ailleurs, de mon côté, tout seul? J'avais cette idée qui revenait assez souvent, donc on en a discuté avec l'équipe. Et puis je me suis mis à mon compte. Donc depuis un an et demi, j'accompagne les boîtes, moi, de 0 à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. J'aime beaucoup les boîtes qui sont récentes et qui ont tout approuvé, où il y a un petit peu de bazar partout. J'aime beaucoup Ok. le bordel et c'est dans ces cas-là que je me sens le plus à l'aise. Donc depuis un an et demi, j'accompagne les boîtes de 0 à 2 millions. Je suis aussi associé dans une boîte qui fait des cosmétiques à l'huile de Nigel qui s'appelle Exode. Bonjour à toi, Ralis, si tu me Incroyable. vois passer. Alice, on Qui se était connaît. mon premier client, qui était mon premier client. Et puis, on a fait notre 0 à 2 millions. Et on s'est dit, est-ce que maintenant, on ne s'associerait pas? C'est Donc, je beau. suis l'heureux détenteur d'une part du capital d'Exode maintenant. Et puis, j'ai une agence, vu que je suis breton, j'ai une petite agence en Bretagne avec mon meilleur ami qui s'appelle Valentin. Aux racines. Salut Valentin, un gros bisou à toi. Et je suis associé aussi avec sa copine Alban. Tu es associé à beaucoup de monde. Je suis, ouais, on fait pas mal de projets, on fait pas mal de projets. Tout se passe pour le mieux. Je suis très content et je me demande souvent pourquoi ça se passe aussi bien, parce que Parce que tu es fort, peut-être. Parce que non, tu non, sais non, ce j'ai que tu pas, fais et j'ai t'aimes ce que pas tu la, fais, peut-être aussi. j'adore ce que je fais. Je Ça considère aide. être Je pense que ça passionné aide beaucoup. et je pense qu'on va revenir là-dessus, mais c'est pour moi un des vecteurs de réussite d'un projet d'être passionné. Mais tout se passe bien. Beaucoup de projets dont je parlerai pas encore aujourd'hui, mais voilà, ça se passe très bien pour moi. Mortel. Trop content pour toi, en tout cas. Moi, pour me présenter rapidement aussi, vu que c'est le premier épisode, je m'appelle Kylian Labassi. J'ai créé Morphose, c'est très récent. Morphose, ça fait du coup une semaine, mais à la base, ça fait 2 ans à la base que j'entreprends. C'est quand on a commencé ensemble, moi, mon but à la base, c'était vraiment d'accompagner les e-commerçants dans leur croissance et surtout les entreprises responsables. J'ai un petit peu cette idée, cette envie de mettre en avant toutes ces entreprises responsables, de mettre un peu de la lumière sur eux. Et donc, j'ai commencé par le faire en freelance, tout seul, pendant un an. J'en ai accompagné un, puis deux, puis trois, puis cinq. Le bouche à oreille s'est fait, des clients sont arrivés et j'ai grandi. Et tu connais ma phrase un petit peu, je voulais justement les accompagner, les faire passer de chenille à papillon. Ouais. Et en fait, Morphose, pour moi, c'est un petit peu la transition, ma métamorphose à moi, le fait que j'arrive et que je me transforme moi-même en papillon. Parce que j'ai réussi à avoir des bons clients, on a eu des bons résultats. Je me suis entouré, et c'est plus seulement moi maintenant, c'est plus KL Digital, donc mes initiales, c'est plusieurs papillons. C'est pour ça que c'est Morpho avec un S. C'est Morphose, ça veut aussi dire la métamorphose. C'est un grand papillon bleu. Et c'est moi aussi donc, qui suis passé de chenille à papillon. Et ça fait vraiment plaisir que pour ce début d'année, cette un petit peu de transformation, je puisse déployer un peu plus de contenu pro et que tu sois là pour le premier. Et du coup, aujourd'hui, voilà, j'ai bien envie qu'on discute comme on fait un peu la même chose et que toi, tu as accompagné beaucoup d'entreprises aussi dans ce début, tu vois, les lancements, on peut dire, hein, parce que tu étais Mm. là au tout début, à la construction, et tu les as accompagnés étape par étape
jusqu'à 1, voire 2, puis 3, puis peut-être 4, 5 millions par la suite de chiffre d'affaires annuel, on précise. Et du coup, bah, comment est-ce que tu fais, toi, par exemple, lorsque quelqu'un veut travailler avec toi, comment tu devines, enfin, tu vas dire, décides si oui ou non il y a un potentiel? Est-ce que ça se fait par rapport à son produit, à son fondateur? Explique-nous un petit peu comment tu vois le potentiel d'une marque. Ouais, c'est une question intéressante. Je me suis cassé les dents déjà. C'est difficile de prendre que des bons projets. Je me suis cassé les dents sur certains projets en démarrant parce que bah, il faut aussi se faire la main sur qui on accompagne, qui a le potentiel. Quand on a une boîte qui marche déjà, c'est facile de dire ouais, vas-y, on bosse ensemble, on va chercher mieux. Ouais, C'est vrai que quand la boîte a fait 2000 euros de chiffre d'affaires l'année d'avant, bon, c'est un peu risqué. Moi, ça me plaît. c'est un challenge, hein. Mais effectivement, je me suis cassé les dents. Donc, avant de te dire comment je fais maintenant, en fait, j'ai fait pas mal d'erreurs aussi sur. Je pensais que certains projets allaient marcher au début, puis en fait, non. Et on va dire qu'au fur et à mesure, le fait de choisir des projets qui, des fois, sont pas forcément très bons, j'arrive maintenant à repérer ceux qui, pour moi, ont du potentiel. Et il y a un premier truc que je regarde énormément, c'est le fondateur ou la fondatrice. Ok, Moi, je suis fervent supporter aujourd'hui de l'incarnation de boîte. J'ai la chance d'avoir pas mal de leads qui tombent, donc je peux me permettre de choisir et je sais que c'est un luxe. ouais. Ça ne l'était pas forcément au début, mais maintenant, je pense que le bouche-oreille fait son taf, donc c'est cool. Le fondateur, fondatrice. Si je sens pas cette personne-là et je me dis, bah, elle va pas forcément être capable de rayonner, que ce soit en ads derrière, et de porter sa boîte et d'être le premier commercial et ambassadeur de sa boîte, Ouais. ça va pas le faire. Donc moi maintenant je prends que des boîtes qui sont où le ou les fondateurs sont capables de passer devant la caméra. D'accord. On parle beaucoup du contenu UGC, mais moi je parle beaucoup du contenu FGC, donc c'est plus le user, c'est le founder. Ok. C'est pour moi les ads qui cartonnent le plus, c'est là où c'est le plus facile. Et donc si on n'est pas capable de faire du FGC, bah déjà on travaillera pas ensemble, Ok. pardon. Donc ça c'est le premier truc que je regarde. Bon, bien sûr, il y a le fit humain aussi, mais est-ce que là où la personne est capable de passer devant la caméra, Bien sûr. moi je fais énormément de scripts, mais Ok. après je me dis, est-ce que cette personne-là va être à l'aise? C'est pas donné à tout le monde. Donc déjà, s'il y a ça, je me dis, ok, c'est un bon point. Deuxième truc, le positionnement, la promesse. Ouais. On est aujourd'hui dans un marché où, si tu prends tout ce qui est cosmétique, vêtements, les trucs comme ça, bon, il y a une concurrence de ouf. Ouais, la concurrence. Donc si déjà il n'y a pas de positionnement qui est unique, vraiment unique, où tu dis il n'y a que ce truc-là qui fait ça, bon, déjà grosso modo c'est mort. Ouais. C'est Euh, dur de sortir du lot, quoi. Voilà. Et je pense aujourd'hui, et c'est ce qui est game changer à chaque fois, c'est que trois quarts des boîtes n'ont pas le bon positionnement, ou ne savent pas forcément le mettre en valeur, Ok. que ce soit dans la manière de l'écrire, moi je crois beaucoup au copywriting, dans la manière de mettre en valeur leur positionnement. Il y en a beaucoup, il suffit d'un petit changement pour que tout le monde comprenne et se dise, ok, ce truc-là c'est un truc unique, j'y vais. Donc le positionnement il est hyper important, Ok. et évidemment toute la partie marge. Donc beaucoup de mathématiques derrière. Si au début on fait quelques calculs en se disant on connaît un peu les moyennes du marché, Ouais. donc on prend une target haute, basse, on se dit ok bon idéalement on aura ça, mais la ligne rouge elle est là. Ah non j'ai 40% de marge voilà, sur le truc, c'est chaud, j'ai pas de récurrence machin. Bon, tu sais que ça va être compliqué. Ouais, c'est Donc dur. beaucoup de calculs aussi, de dire ok t'en es où aujourd'hui même si t'as pas fait beaucoup de chiffres. Tes marges c'est quoi? Qu'est-ce que tu peux espérer? Qu'est-ce qu'on peut améliorer derrière? Si les marges sont bonnes, que l'incarnation potentielle est stylée et que le positionnement j'y crois, et qu'il y a quelque chose d'unique où vraiment tu te dis c'est cool, Ouais, ouais, ouais. bah en vrai, avec ces 3 points-là, moi je me dis go. Hein. Ok. Donc, t'as des secteurs en particulier, typiquement, je pense que c'est dur d'avoir un positionnement unique sur du textile. Tu vois, typiquement, les Je prends pas de cosmétiques. textile. Ouais, le Je prends pas de textile, c'est textile. compliqué. Moi aujourd'hui, si je regarde un petit peu tout ce qui est compléments alimentaires, j'aime bien. Ouais. Cosmétiques, mais bah, si je reprends Exode, la boîte dans laquelle je suis associé, nous on fait que de l'huile de Nigel. Il y a quasiment personne qui le fait autrement. J'ai une autre boîte avec qui je bosse depuis très longtemps qui fait des compléments alimentaires au safran. Ouais. Il y en a très peu qui sont sur le safran. Je bosse avec une boîte qui fait du collagène. Mais toutes les boîtes dans le collagène ne font pas que du collagène. Bon, il y en a Ok. qui commencent à s'y mettre. Là, c'est vraiment une boîte qui fait que du collagène, plus axée sur la partie sport. Donc le positionnement est assez unique, les fondateurs sont géniaux Ouais. et ça marche très bien. Il y a Plus vraiment récent- ce fit humain, quoi. Toi, à Ouais, chaque fois, c'est ouais. vraiment. En vrai, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup au feeling.
Ouais. J'ai eu la chance de discuter peut-être avec 400 ou 500 fondateurs là, depuis 2, 3, 4 Ah ouais, ans. quand même. Je raconte pas mal ma life sur LinkedIn, donc ça aide. Mettez-vous à LinkedIn. C'est vrai, ça, on en vrai, parlera aussi de la création de contenu sur LinkedIn. on pourrait en parler une heure, pourrait. mais moi, c'est grâce à ça aujourd'hui que j'ai pas forcément besoin de prospecter. J'aime pas trop la prospection d'ailleurs. Et toi, tu es un boss de la prospection, mais ça serait très cool que tu nous fasses un podcast entier là-dessus, parce que vrai. Kylian, c'est le roi de la prospection, il est trop fort. Je me suis perdu dans ce qu'on disait. La prospection, moi, c'est mon fort. Toi, c'est la création de contenu sur LinkedIn. Et Oui. c'est très, très intéressant, justement, pour Mais se démarquer ça aussi. sera potentiellement un autre sujet. Pourquoi Ouais. je parlais de ça Les secteurs. Je pense Ouais, que dans ouais. chaque secteur, il y a des boîtes qui marchent. Après, effectivement, il y en a qui sont plus concurrentiels que d'autres, et il y en a où c'est difficile d'avoir un positionnement qui est réellement unique. Ouais, c'est ça, ok. Et moi, j'aime bien quand il y a un positionnement unique, ou quand on est sur un secteur, une niche dans un secteur. Ok, Donc tout ce qui est textile, je prends pas trop. Et sinon, le reste se fait au feeling. bien sûr. Et tu as déjà bossé, par exemple, avec des entreprises plus logicielles ou du SaaS ou du professionnel en tant que tel, par exemple en B2B, où tu as vraiment À l'époque, fait quand D2C, quoi. j'étais chez Kudak, j'avais plein de clients. Ok, Depuis que je suis seul, j'essaie de me concentrer sur ce que je kiffe. ok, On va dire que c'est majorité quand même e-commerce. Après, je bosse aussi sur la génération de leads. d'accord. Que ce soit, j'ai une pote qui est dans la restauration, qui faisait de la formation pour les restaurateurs, avec qui on a beaucoup bossé. Dans la greffe de cheveux aussi. Je bosse avec une boîte Ok. qui fait la greffe de cheveux où on génère des leads. Donc, en vrai, les stratégies sont les mêmes. Les calculs derrière sur la rentabilité sont pas les mêmes si tu fais du lead ou si tu fais du service ou si tu fais du e-com. Ouais. Mais la stratégie, à partir du moment où tu as des fondateurs qui sont capables d'incarner la boîte, les créas derrière, ça déroule. Attends, ouais, Euh, c'est ça en parlant des créas d'ailleurs. Toi, du coup, quand tu as choisi ta boîte, en tout cas, on va dire le produit que tu aimes bien, Mm. on va dire, tu dis, OK, bah, par exemple, avec Exode, tu as eu un gros fit humain avec Ralice, du coup. Ouais. C'est super bien passé. Tu as trouvé beaucoup de potentiel dans le projet. Et une fois que tu as ça, tu dis quoi? Bon, bah, on va partir sur une stratégie marketing, l'acquisition. Est-ce qu'on fait d'abord un travail de conversion en amont de l'acquisition? Tu vas travailler le site internet, etc., histoire de l'optimiser. Et ensuite, on lance les ads. Ou alors, Ouais. tu lances les ads pour vérifier. C'est quoi un petit peu le cheminement, les bonnes pratiques pour toi, tu vois, pour bien commencer? Bah, je pense qu'aujourd'hui, c'est pour ça aussi que j'ai voulu me mettre à mon compte, c'est que je pense que si tu gères pas à la fois l'acquisition, la conversion et la rétention, et cette espèce d'équation économique e-commerce là, Ok, ouais. si tu fais que de l'ads, moi je fais jamais que de l'ads, je fais jamais que de la conversion, je fais jamais que de la rétention, mais je travaille la globalité. Ok. C'est-à-dire que, bon, tu regardes qu'est-ce qui s'est passé, généralement vu que c'est des boîtes qui sont jeunes, il s'est pas passé grand-chose, Ouais. mais dès le début, moi j'aime beaucoup tout ce qui est CRO, création de site, optimisation, et le taux de conversion c'est hyper important, le panier Ouais. moyen aussi, la récurrence aussi, mais je commence à regarder le taux de conversion, ok. Le but c'est d'atteindre un taux de conversion qui soit meilleur que la moyenne du secteur. Donc la partie ads et la partie acquisition-conversion, je le gère en même temps. Ok. L'un ne va jamais sans l'autre. T'auras beau avoir les meilleurs clics en ads, si derrière ça convertit pas, c'est de la merde. Ah ouais, bah, c'est T'auras clair. beau avoir le meilleur taux de conversion, si ton clic il te coûte 2,50 €, c'est de la merde aussi. C'est de la merde. Donc je prends toujours les deux. La rétention va dans un second temps, parce qu'au début, c'est des boîtes qui n'ont pas forcément de Ouais, clientèle c'est ou de choses comme ça. Donc on bosse à chaque fois le site, tout en travaillant les scripts. Parce Ok. que moi, bosser le site, ça me permet aussi de devenir un peu expert du domaine et de comprendre exactement pourquoi la boîte, les bienfaits, les trucs, les machins, les bénéfices. Donc ça me permet Ouais. de faire mon script publicitaire derrière. Et ça, c'est une bonne question d'ailleurs qui me vient lorsque tu fais les analyses du produit. Tu focuses plus quoi, tu vois? Parce que moi, j'aime bien aller plutôt rechercher les objections qu'il pourrait y avoir à l'achat et essayer de les contrer plutôt que de mettre en avant forcément tout de suite les bénéfices parce que c'est un peu classique. Tu vois, donc réfléchir en amont à toutes les objections. Je fais des petits trucs, des petites stratégies. Je vais sur Amazon, je regarde les avis un peu pétés. Je dis, OK, bah lui, typiquement pour un parfum, je te donne un exemple. Je vais dire, ouais, bah, au bout de 20 minutes, on sent plus rien. Je vais mettre, par exemple, le parfum qui dure 200 heures, tu vois, des choses comme ça. Ouais, Et vraiment aller chercher et contrer toutes les objections plutôt que juste de mettre en avant quelques bénéfices. bien sûr, bien sûr. T'es quel team, toi? Bah moi, je suis team un peu de tout. C'est Ok. que ouais, Moi, je fais tout. je suis team un peu de tout, c'est-à-dire que tu regardes un peu comment déjà la personne, comment la marque vend son produit. Ok, Et si elle fait pas déjà des millions, techniquement, c'est pas forcément la bonne c'est clair. version. C'est très difficile d'avoir dès le première version du site un truc qui cartonne. Il y en a qui arrivent, et c'est super. Mais en général, il faut quand même itérer un petit peu. Donc je regarde comment déjà le postulat de départ, comment c'est vendu sur le site, qu'est-ce que font les concurrents, Ok. qu'est-ce que les gens cherchent à ce propos-là, les meilleurs de leur catégorie
quels sont leurs avis, comme tu dis. Je regarde vraiment un peu tout. J'essaie de me faire un avis sans trop en parler au fondateur. Tu vois, me dire, OK, moi, voilà comment je le vendrais. Et après, je vais chercher, vu que c'est lui qui va le vendre en ads, parce que c'est lui qui va incarner sa boîte, et ben, je lui scripte comment moi je le ferais si c'était ma boîte. Ok. Et après, c'est lui qui va mettre son ton de Ouais, il se voix, l'approprie, quoi. sa personnalité dessus. Et bon, ça, c'est les premières versions. Et le but, c'est ça nous crée un référentiel. Et derrière, on optimise dessus. On fait 5-6 premiers scripts, ok, avec différents angles, différentes manières de le dire. Des trucs un petit peu plus punchy que d'autres, des trucs un peu plus doux. Et derrière, bon, bah, on lance en ads. Moi, je fais majoritairement, je sais que toi, tu es un boss de Google, mais moi, je fais majoritairement de social quand même. Ouais. Meta, Snap, TikTok. Donc l'idée, c'est on lance pas sur tous les régies d'un coup parce que c'est pas des boîtes qui ont 100 000 euros de budget par mois, évidemment. Bien sûr. Donc Meta, 95% du temps, on part sur Meta directement et on regarde ce qui se passe. Donc tous les scripts sont différents, il y a des angles différents, des manières de parler qui sont différentes. Et en fait, c'est au fur et à mesure. Moi, je pense qu'à partir de 2-3 mois, je deviens très bon. Ok. Au début, forcément, ça Bah, peut tu marcher testes. dès le début si c'est un super produit. Et j'en connais, bon, je tairai le nom parce que je sais pas si je peux dire avec qui je bosse, mais il y en a, ça marche dès le début, c'est super. Ah, là, Et il y ça en fait a, ça plaisir. marche pas forcément dès le début. Tu es obligé de te dire, ok, ça va mieux marcher que ça, voilà. Et en fait, au bout de 2-3 mois, là, par contre, tu as tout compris. Et là, tu peux accélérer très, très vite. Ok. Donc, en général, sur l'année dernière, moi, j'avais pris 5 boîtes en qui je croyais vraiment. Et les 5, on a dépassé largement le 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Il y en a même, on est déjà arrivé à 2 en un an. Bon, là, le but, c'est de nouvelle année, donc je vais en chercher 2-3 autres. Peut-être même plus, et j'en ai déjà trouvé 2-3 autres d'ailleurs. clients ou 2-3 autres millions? 2-3 autres clients et je garde aussi ceux Bien qui ont sûr. fait 2 l'année dernière. Il n'y a pas de raison qu'ils ne fassent pas 4 ou 5 cette année. Ouais, bah ouais, c'est Alors, ça. Hein. c'est un autre métier. C'est En plus- vrai, c'est il y a, différent. voilà. Et tout ce qui est logistique, et bon, c'est des sujets que moi, je ne gère pas forcément. Mais c'est là où tu vois que ça devient quand même très, très important de gérer derrière ce qu'il y a. Les finances, la trésor, la logistique, l'humain. Parce C'est que, vrai, bah, parce qu'après, il faut recruter, il y a toute une histoire Ouais, de au- ressources humaines. Et Ouais. Bon, ça, c'est super moins ma cam. compliqué. Ouais. Moi, ça, c'est moins ma cam. Toi, Mais c'est je démarrage, pourrais pas quoi. dire que je peux tout faire parce que c'est impossible. Moi, c'est vraiment le marketing. Moi, mon but, c'est uniquement de voir des courbes de chiffre d'affaires qui montent Ouais. et une rentabilité qui est là. C'est ça. Parce que le but, c'est de grossir rentablement aussi, ce qui est le cas dans la majorité des projets. Et encore une fois, je me suis perdu dans ce que je disais. Non, mais c'est bien. Mais en gros, ouais, le premier million, on va dire le 0,1 million, est pas si compliqué. Parce qu'en soi, il faut atteindre 83 000 euros de chiffre d'affaires par mois Ouais. environ, tu vois, j'arrondis. Ouais. En soi, c'est largement faisable. C'est Ouais. largement faisable en moins d'un an, ou même en 6 mois. Tu atteins les Large. 83 000 euros par mois. Large. Surtout si on sait s'y prendre et qu'on a un peu les bonnes techniques, les bons canaux d'acquisition. Moi, je suis comme toi, j'aime beaucoup Google aussi pour les projets, tu vois, qui sont assez communs lorsqu'il y a beaucoup d'intentions. Mais quand on est sur des produits un petit peu nichés, un petit peu plus particuliers, où il y a moins de volume de recherche, je bombarde Meta à fond. Et Meta, c'est hyper puissant. Et typiquement, il y a beaucoup de personnes qui me demandent des fois, est-ce que on peut pas tester plutôt Pinterest, TikTok ou Snapchat parce que les CPM sont bas. Mais c'est des entreprises qui n'ont pas encore trouvé leur marché. Tu vois, ils n'ont pas encore vraiment fait le million. Et pour moi, il y a vraiment cette étape à franchir avant de vouloir aller explorer d'autres canaux. Bien sûr. Et donc, je dis non. Là où il faut se concentrer, Meta, ils sauront vraiment trouver tes premiers clients, te faire ton premier million. Et une fois que tu as ça, tu peux diversifier, tu vois. Mais au début, quand tu n'as pas forcément un énorme budget, tu vois, que tu dépenses peut-être 5 000 euros par mois, je pense qu'il vaut mieux se concentrer sur Meta. Et ensuite, une fois que tu as trouvé, que tu peux un peu scaler la marque à 10, 15, 20, 50 000 euros par mois, là, tu peux dire, OK, on va tester Snapchat en parallèle, TikTok. Je sais que tu es un gros défenseur de Snapchat. D'ailleurs, toi, qu'est-ce que tu en penses de Snap? À quel moment tu l'as mis en place avec tes clients? Snap, moi je considère qu'on peut, une fois que ça tourne bien, tu peux facilement dépenser 10, 20, 25 par mois, 25 000 euros par mois sur Meta, sans avoir besoin d'aller chercher 36 000 autres canaux. Bah, bien sûr. Mais arrivé à un moment, en fait, ce que j'adore chez Snap, c'est que les CPM sont ultra bas. Ouais. Du coup, tes coûts par clic sont divisés par 2 ou 3 par rapport à Meta. Alors, petit disclaimer, mais le taux de conversion est un peu à chier. C'est ça le truc surtout. Mais comme je te disais juste avant l'épisode, tu as un clic à 60 centimes sur Meta, il est à 15 centimes sur Snap. Même si tu as un taux de conversion qui est 2 fois moins bon, tu t'en fous, tu as payé ton clic 4 fois moins cher. Ouais. Et tu participes aussi à la notoriété. Snap, ils sont très forts parce que la personne, elle voit beaucoup. Il y a pas mal de répétitions. Donc la personne, elle voit la pub, elle voit la pub, elle voit la pub. Ça te fait du retargeting facile sur Meta. Ça te fait beaucoup de trafic et des gens bouche à oreille qui en parlent, machin. Même si le taux de conversion n'est pas forcément exceptionnel, bah en fait, tu génères énormément de trafic. Les gens te connaissent, machin, c'est trop cool. Donc en fait, moi, je le fais à partir de. En fait, quand je vois.
Il n'y a pas de bonne réponse, hein. Ouais. Mais sur certains comptes, tu peux dépenser 40 000 balles sur Meta sans problème. Et d'autres, arriver à 10-15, tu vois que c'est plus aussi facile. Ton MER, ton ratio, ton coefficient, en gros, 1 C'est euro vrai qu'on mis en a en pas parlé marketing. du MER. Ouais, je me rends compte aussi que C'est bon, vrai j'aime pas que trop ça, mais on utilise beaucoup de MER, termes ouais, anglais. mais en fait, déjà, le MER, c'est mieux que le ROS parce que souvent, les personnes qui se lancent, qui commencent, elles vont commencer sur Meta en regardant leur ROS, ce qui est donc le Ouais. retour sur investissement sur la dépense publicitaire. Je le Ouais. fais en français, c'est plus long, c'est dégueulasse, Oui. mais c'est pas grave. En gros, c'est le ROI sur les ads. Voilà, 1 euro mis égale 4 euros de chiffre d'affaires. Bah, ça Exactement. fait ROS 4. Moi, je regarde jamais ça, je t'avoue. Bah en fait non, parce qu'au Jamais. final, quand tu as plusieurs canaux d'acquisition, tout est mélangé. D'ailleurs, il y a un souci souvent avec Google, c'est que des fois Google s'approprie des conversions de Meta, Meta s'approprie des conversions de Google, et au final, tu t'en sors pas. Donc le mieux, c'est de regarder le MER, comme tu dis, le format, donc le marketing, je crois que c'est efficiency ratio, un truc comme Ouais, ça. un truc comme ça, ouais. Et en gros, ça te dit tout ce que tu as dépensé au marketing en entier Hmm. et combien est-ce que ça t'a rapporté en entier. Voilà, t'as mis Imaginons 10 000 dans- balles de market en Voilà, janvier, surtout t'as au fait global. 100 000 euros de chiffre, bah t'as un MER MER de de 10. 10. Et un MER bon pour toi, pour une marque, pour qu'elle puisse avoir de la croissance, même s'il y a toujours des histoires de rentabilité, etc. Ouais. À partir de. Moi, j'aime bien dire au moins 4. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, tu vois? Alors, le plus c'est le mieux. Oui, c'est sûr. Sur certaines boîtes, t'as 5 faciles. Oui. Sur d'autres, t'as 4. Mais je me rends quand même compte que, pour discuter aussi avec d'autres boîtes qui ont passé le million annuel, mais qui sont dans une zone entre 250 000 et 300-400 000 euros de chiffre mensuel. Ouais. Donc ça fait quoi entre 3 et 5 millions à l'année? T'es quand même plus autour de 3, je pense, dans la moyenne. Ouais. De toute façon, je pense que plus tu montes et que tu fais du chiffre d'affaires et du Ouais. volume, plus ton MER global il descend. Ouais. Mais après, c'est des sommes qui sont beaucoup plus importantes. Donc au final, l'entreprise s'y retrouve. Et je pense que les entreprises doivent être prêtes aussi à ça dans la croissance. C'est-à-dire que quand elles grandissent, qu'elles ne s'attendent pas, si elles commencent avec un MER de 7 par exemple, à le garder tout au long de leur croissance. Impossible. Parce que quand tu commences Impossible. à faire 1 million par an, ça va. Mais quand tu fais 10 millions par an, c'est compliqué d'en faire Ouais, c'est 70, impossible. tu vois. C'est impossible, c'est impossible. Et c'est d'ailleurs, il y en a beaucoup qui adorent les projets américains, qui cassent tout en moins de 2 ans, ils font 20 millions, 30 millions, 40 millions. En vrai, la plupart, ils sont pas rentables, hein. Ouais. Ils ont des MER à 1.3, 1.4, mais c'est Surtout. juste histoire C'est ça. de capter le marché. Donc en vrai, moi, j'essaye de jamais être en dessous de 3. Ok. Pour faire le premier million, on vise 4 ou 5 de MER. Mm. Mais une fois que tu as cherché le deuxième, troisième, quatrième, si tu es à 3, tu es bien. Descendre, ouais. Parce que en vrai, tu as fait exprès de prendre des projets aussi qui ont des bonnes marges. Bien sûr. Un projet qui a 30 ou 40% de marge et peu de récurrence, c'est mort. En vrai, pour avoir une croissance rapide comme ça, ou alors il faut avoir des projets de revente, de machin, de trucs. Mais non, je pense qu'aujourd'hui, il faut au moins 70-80% de marge. Ouais, en format produit acheté et revente. Après, Ouais. tu as tout le reste, quoi. C'est... Oui, marge brute, hein, Ouais, ouais, marge brute, juste les COGS, quoi. Genre les coûts de tes produits, là. Cogs. Toi, t'aurais pas fait un peu de compta? Un petit peu de compta, ouais. Mais je me rends compte que ouah, j'ai mes potes qui vont regarder, ça se trouve, et ils vont se dire putain, ils cassent les couilles avec ces termes anglais. Et le truc, c'est que je les connais même pas en français, c'est juste je les ai appris comme ça, on en parle, c'est tellement plus simple, parce que je sais même pas pourquoi. Bon, je suis désolé pour ceux qui aiment pas les termes à l'anglaise, à la con, là. Désolé. Tant pis, ouais, c'est pas grave. Ceux qui savent, savent. Ceux qui savent pas, Ouais, voilà. apprendront, comme on dit. Exactement. C'est de toi? Pas du tout. Peut-être. C'est une impro, comme d'habitude. Ok. Du coup, on parlait de ça. Je sais plus, justement, tes cogs, etc. Et ça me rappelle, du coup, là, on a bien discuté de comment est-ce que tu trouves un projet, les canaux d'acquisition intéressants. Pour toi, c'est quoi les meilleures pratiques, par exemple, en ads? On a parlé du FGC, le script. Est-ce qu'il y a des conseils pour avoir un bon script? Comme, par exemple, travailler le hook. Est-ce que tu as des méthodes pour avoir un bon hook? Le hook, c'est l'accroche. Et les termes anglais, c'est quelque chose, hein. Mais oui, comment est-ce que tu fais pour avoir une accroche, justement, qui va pouvoir attraper la personne qui est en train de scroller, tu vois, parce qu'à la base, elle est sur Meta, sur Insta, elle n'est pas pour regarder tes pubs, mais il faut qu'en une seconde, tu l'attrapes et que tu lui montres après le produit, que tu arrives à la convaincre. Ouais. Tu as des structures spécifiques ou comment tu fais? Ouais, structure spécifique. Alors oui et non, parce que t'as des produits, je prends Nodeo chez Exode, ils sont peut-être moins complexes qu'une greffe de cheveux, tu vois. Ok, ouais, oui. Ça, Mais par contre, effectivement, ton hook, donc ton accroche, pour moi, ça fait tout le taf. Ouais. Après, tu as le hook grade, donc si vous faites un peu d'ads, vous allez calculer vos performances, machin, pour dire est-ce qu'il est bon ou pas, est-ce que mon ad est bonne. Mais le hook, pour moi, je mise tout dessus déjà. Je reprends des ads qui ont bien marché chez Exode, mais tu poses tous les déodorants industriels sur une table.
t'as le fondateur, donc Ralice, qui envoie un grand coup de bras en mode arrêtez de mettre ça, mettez plutôt ça, bam, des trucs. En fait, il faut capter l'attention, faut pas avoir peur d'être un peu clivant et d'être un peu, pas putaclic, mais de vraiment dire aux gens, hop, arrêtez-vous, on va parler, tu vois. Hello, je suis le fondateur de machin. Bonjour, non, en vrai, moi, j'y t'intéresses crois personne. plus. Donc, il faut vraiment faire une action un peu débilos ou avec l'avènement de TikTok ces dernières années, on voit quand même que Ah, mais il y a des exemples. Hein. il y a des exemples de ouf. Dans les accroches Les Américains débiles, sont très très forts. Ouais. Donc, j'aurais pas de bons exemples. Il y a des marques qui le font très très bien, qui ont des très bons hooks. Je pense à Rebel Snacks. Céline est très très forte. Ok. Chez Exode, on n'est pas mauvais du tout Ouais, et on a la il y a chance des d'avoir très des bonnes ads qui tournent très très bien avec des taux de conversion derrière qui sont quand même très bons. On va dire que quand même Ralice a une bonne présence devant la caméra. Ralice une bonne énergie c'est aussi. très fort Beaucoup et d'énergie, Ralice Ralice très très vif Ralice en très ads, hein. fort en créa et d'ailleurs il m'a dit il se fait reconnaître, il s'est même fait reconnaître en Arabie Saoudite Arrête. la semaine dernière. Ouais. Incroyable. Il était en vacances là-bas, il s'est même fait reconnaître jusqu'à là-bas et pour être avec lui de temps en temps quand on va bouffer au resto, il se fait reconnaître aussi. Bon, c'est les ads aussi, c'est comme faut ça. pas Ouais. faire alors parce que je sais qu'on va avoir des trucs sur le style ouais, s'il y a que le fondateur qui incarne sa boîte, si un jour tu veux revendre, c'est la merde. Oui, mais je pense que pour faire 1-2 millions et lancer ton projet, il y a rien de mieux que d'incarner sa boîte. Ouais. Et je suis en train de me rappeler de des boîtes qui sont fortes là-dessus, mais moi j'adore les Liskin sur leurs ads, je les trouve trop forts. Ils sont bons en créa. Inga, Très costaud aussi, Inga. qui sont passés à qui va de mon associé très très chaud en créa, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Ils avaient fait une super campagne de crowdfunding. D'ailleurs, je crois que c'est le record de Ulule. C'est très très fort ce qu'ils avaient fait. Très T'as chaud. déjà fait des crowdfunding? T'en as fait un avec Exode d'ailleurs. On en a fait un avec Exode qui a bien marché. Mais là, on risque d'en parler encore très longtemps. Il y a un bon maillot que j'adore aussi, très très chaud. Le concept est déjà excellent. Ouais, j'aime bien leur créa et il me semble qu'ils incarnent bien aussi. Mais de toute façon, comme tu l'as dit juste avant, je pense que pour vouloir développer une marque, il faut avoir envie, tu vois. Et comme tu disais, est-ce que le fondateur c'est que lui, est-ce qu'il pourra revendre ou pas? Je pense que c'est même pas une question c'est même pas la question qu'il faut se poser au début, parce que quand on monte une marque, on veut tout d'abord la lancer, pouvoir la développer et croître avec. Et si tu le fais, genre par exemple, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs maintenant qui cherchent un peu des idées pour devenir riches du jour au lendemain, créer une marque, c'est pas ce qui te permet d'être riche du jour au lendemain, tu vois. Je préfère prévenir les gens qui pensaient se faire des idées comme ça. Chaud. Et surtout, quand tu crées une marque, il y a plein de galères qui font que si ton objectif, c'est juste d'être riche, bah, la première galère, tu vas arrêter, tu vas changer et c'est pas du tout périn, tu vois. Donc vraiment, incarner sa marque et croire en son projet, c'est aussi ce qui va faire la différence sur le long terme et sur le fait que ta marque va réussir et pouvoir se développer par la suite, je pense. Parce qu'on est quand même dans un monde où, de toute façon, la concu, des ads, des pubs, t'en vas de partout. Ouais. Et les gens achètent plus seulement le produit pour le produit, mais aussi pour la personne qui est derrière. Donc moi, je me rends compte, j'ai pris plein de boîtes, en vrai, où juste un changement d'ads, tu passes des vieilles statiques, les UGC que tu vois partout, tu fais un petit Founder Generated Content, la FGC. Ça, c'est ta cam. Et non, mais tout de suite, ça marche direct mieux, tout de suite. Et 98% du temps, quoi. À chaque fois. Et à chaque fois, c'est les meilleurs ads du compte. Et du coup, tu fais pas de statique? Zéro? Si, en retargeting. Ok, d'accord. Retargeting. Et retargeting, je le fais pas tout le temps, mais tu vois, sur un DO avec Exode, on fait quasi jamais de retargeting. Sauf à certaines périodes où on sait qu'on a des événements qui sont propices, des offres, des trucs, des machins. Mais sinon, on fait même pas de retargeting. Parce qu'en fait, nous, on a un panier moyen qui est. C'est pas du tout. Alors, le panier moyen est censé être intéressant aussi. Oui. Enfin, très important à prendre en compte. Mais tu as des cas de figure comme Exode où on avait un panier moyen jusqu'à il y a quelques temps là, qui était à 20-22 €. On arrivait à être rentable là-dessus. D'accord. Alors que tout le monde te dit, ouais, il faut un panier à 60 balles, 70, 80. Plus le panier est élevé, plus c'est facile. C'est la règle plus générale. Tu peux tanker, oui. Mais tout ça pour dire que si tu as des bonnes ads et que tu as un bon taux de conversion, tu peux avoir un panier moyen à 25 €, une récurrence d'achat qui est cool, parce que si tu n'as qu'un achat, c'est chaud, et t'en sortir et être rentable sur tes ads. Hein. Donc en fait, il n'y a pas de... Si tu écoutes un peu ce que tout le monde dit, tu t'es vite perdu. Donc, qu'est-ce qu'il faut? C'est quoi les bonnes pratiques, les machins? Moi, ce que je pense, il faut juste avoir un fondateur qui est passionné, des créas, tu mets le paquet dessus, tu mises que là-dessus pour aller jusqu'à ton premier million de chiffre d'affaires annuel, hein, pas mensuel, plus compliqué, et ton taux de conversion. Taux de conversion, et derrière, tu fidélises. Et comment tu l'améliores, ce taux de conversion, tu vois? Imaginons, tu as des bêtes de créa. Tu as des vidéos qui cartonnent, elles ont des accroches qui attirent 50%.
des hook rates à 50%, tu vois, Ouais. que ça clique, ça arrive sur le site, et là, tu as un taux de conversion, il est pas ouf. Tu fais quoi? T'envoies déjà la pub, elle envoie où? Sur la homepage, sur la page produit? J'aime beaucoup les homepages. Ok, Et je fais en sorte que la homepage soit un peu une landing page, tu vois. Alors on d'accord. teste de plus en plus de landing page aussi et je suis pas encore le plus convaincu. Quand tu fais des A/B tests, alors je sais que les Américains ne jurent que par les landing pages, Ouais, mais quand ta homepage est bien branlée, en vrai ça fonctionne très bien. trop lourd. Donc majorité d'homepage. Derrière je regarde le taux de conversion, il y a taux de conversion intermédiaire, tu en as trois globalement, tu as le taux d'ajout au panier, Ouais, le taux de paiement initié et le taux de conversion finale. Donc moi j'ai mes targets en tête. Je me dis que si je suis pas au-dessus de 8% en add to cart, c'est qu'il y a un problème. Techniquement, j'arrive à 5 en paiement initié et au moins 3 en taux de conversion finale. ok. Mais ça, encore une fois, je te le dis, mais tu prends Exode, si on a 8% de taux d'ajout au panier, c'est qu'on est nul. Ok, Tu vois, ouais. généralement, on est plus autour de 12, 13, 14. Donc en fait, tu as des moyennes, mais Après, t'as aussi le pas mal prix de... influe aussi. Voilà. Comme c'est des paniers plus bas, tu as plus d'ajouts au panier. Voilà. Et après, peut-être que Vu sur qu'on a tes un ajouts panier au moyen panier, bas, on est obligé d'avoir un t'as- gros taux de conversion. Si on a 3%, on n'est pas content du tout. Si Bah on a ouais. 5-6, là on se dit ok, là c'est bien. Mais en moyenne, si tu as 8% d'ajout au panier, 5 de paiement initié et 3 de conversion finale, Ouais. c'est bien. C'est Ok. ok. Bon, ça veut pas dire que tu peux faire plus. Mais du coup, si j'ai un taux d'ajout au panier qui est nul, ah, clairement c'est ma page produit qui est pas bonne. Ouais. Si mon taux d'ajout au panier est génial, mais que derrière ça se casse la gueule, c'est que c'est derrière le problème. Ouais, Donc je pars toujours du. On regarde. J'aime bien Hotjar, moi je regarde beaucoup Hotjar. ouais. Hotjar qui est un petit logiciel espion qui en gros vous permet d'espionner les visiteurs qui viennent sur votre site, de regarder leurs sessions, de regarder des zones de chaleur pour savoir où ils ont cliqué, qu'est-ce qu'ils ont fait. Et ça, c'est trop important dès le début Ouais. pour comprendre qu'est-ce que les gens font. Parce que toi, quand tu lances ton site, t'es pas du tout objectif. Bah ouais, t'as ton idée à T'as toi. fait 2 mois derrière, t'es fier de ton logo alors que bon, il est nul. Tu vois, Je t'as connais tout ça. misé sur la charte graphique, le truc, ça sert strictement à rien. Ouais. Et c'est d'ailleurs drôle parce que moi, les sites qui fonctionnent le mieux, ils ont coûté 200 balles. Eh ouais, pas Ils du n'ont tout pas les coûté 15 000 balles. ouais. Non, mais non, non, non. Ça sert strictement à rien. À la limite, tu le fais ça quand tu as déjà une marque qui tourne bien, que tu as des petits investisseurs, que tu veux séduire les professionnels en B2B, machin. Oui, pourquoi pas. Mais au début, un thème Shopify à 100 $, c'est bon, ça fait le taf. Ok. Ça marche très très bien comme ça. Et tu peux avoir 5% de conversion sur ton site sans problème. Bon, ça dépend aussi Ça de dépend le produit, quoi. quel Comment produit. tu le vends. Quel produit. Donc je regarde exactement comment les gens, avec Hotjar, qu'est-ce qu'ils font sur le site déjà, Ouais. les stats Shopify, parce que moi je suis un grave supporter de Shopify, j'aime pas les autres. Ouais, Shopify, c'est costaud. Hein. Donc les dashboards de Shopify, qu'est-ce que ça dit exactement? Ok. Et à partir de là, tu sais déjà identifier d'où vient le problème. Donc petit à petit, tu A/B tests, tu fais tu refonds la page produit, la homepage, tu fais en sorte. En fait, moi j'aime beaucoup me mettre à la place d'un client lambda Ok. qui découvrirait la marque et j'arrive à prendre un peu de recul et me dire ok, si je connais pas la marque, comment je fais sur le site? Je me fais passer pour plusieurs personnes, une grand-mère. Au pire, tu donnes direct à ta grand-mère. Hein. Ouais, je pense qu'elle me dirait beaucoup de bêtises, mais Ils ont pas la même vision. et même ouais. si le site était archi quali, elle me dirait ouais, je comprends pas, tu Ouais, vois. je vois. Non, je pense que je t'adore, mamie, mais je suis pas sûr que tu aies les bons arguments. Non, mais je me mets à la place de quelqu'un qui n'y connaît rien Ouais. et j'essaye de faire l'entonnoir complet. Et je note tous les points où il peut avoir un frein, une question, une supposition. Ok. Et puis en fait, j'essaye de les défoncer derrière. Et après, ton template de fiche produit, en vrai, c'est souvent les mêmes. Ah bah c'est tous les mêmes en vrai. hein. C'est C'est souvent très les très mêmes, facile. T'as le prix, une mini description, des petits points, un Ouais. petit peu, tu sais les listes, Ouais, les tes listes à points bénéfices, ouais. avec les bénéfices. Et souvent, ça c'est un truc aussi que je vois trop souvent quand je regarde les pages produits. Il y a des gens ils vont mettre que des caractéristiques, tu vois. C'est-à-dire ouais bah 100% made in France, boîte en carton recyclable. Oh on s'en fout de ça en fait. Ouais, on s'en fout. En fait, la plupart des gens qui viennent sur ton site, recyclable par recyclable, rien à foutre. C'est Ah ouais, juste, vraiment. est-ce que ton produit, il va résoudre un vrai problème chez eux? Est-ce que tu arrives à leur vendre ta solution? Est-ce que vraiment ils comprennent en quoi ton produit il est différent des autres aussi? Tu vois, cette unicité aussi dont tu parlais tout à l'heure, Ouais. c'est ça qui va surtout déclencher l'achat. Le fait que ce soit made in France, c'est très bien. Moi, je suis un fervent supporter de ça. Toutes Ouais. les marques engagées qui font du made in France, qui ont des produits bio, etc. Mais il faut qu'elles comprennent que c'est pas leur argument de vente principal. C'est un atout, mais c'est pas ça qui va déclencher les ventes. C'est pour encore utiliser un petit terme anglais, c'est un nice to have. C'est cool, Exact. c'est un petit plus. C'est limite ce qui peut fidéliser. Mais c'est Ouais. pas ce qui fait convertir. Ah, pas du tout. Enfin, ça le faisait il y a 2-3 ans, mais maintenant, en fait, c'est devenu monnaie courante. Tout le monde C'est est normal. certifié ouais. bio, C'est machin devenu truc. logique.
Je sais que toi, tu es un gros défenseur de ça. Moi, peut-être un peu moins. Tant que le produit est bon, il y a tellement de bio, de machin, de trucs. Ouais, c'est plus des arguments de vente. Ouais. Arguments d'image de marque, de machin, ouais. Mais en fait, pour les boîtes qui, moi, m'intéressent, qui font pas encore, enfin, qui font 0, voire 1000, 2000 balles par-ci par-là, t'as pas besoin de ça pour performer. Hein. C'est clair. Et puis du coup, une fois que tu as fait toute cette acquisition, tu as une partie rétention qui arrive plus tard, qui est importante avec l'emailing. Est-ce que c'est quelque chose que tu travailles aussi? Ouais. C'est... Flow automatique, Ok. tout ce qui est welcome, enfin, flow de bienvenue, scénario de C'est dur de parler en bienvenue, français, hein. scénario de panier abandonné, scénario de produits vus, scénario de, enfin, tous les mails automatiques qui vont permettre de, tu vois, t'as ton petit, alors comment on dit e-book en français, mais t'as ton petit livre de recettes quand t'arrives avec un petit pop-up sur ton site, vous voulez télécharger nos 5-6 recettes gratuites, machin, ok, mais qu'est-ce qui se passe derrière? Et ça génère beaucoup de chiffre d'affaires. Donc pareil, il faut tester plein de trucs. Est-ce qu'on met 5 mails? Est-ce qu'on en met 8? Est-ce qu'on va faire un truc où il n'y a que 2 mails, machin? On tente plein de choses. Et bon, là, pareil, il n'y a pas forcément de... Moi, j'aime bien les flows, les scénarios qui sont bien longs, tu vois, qui durent sur 2-3 semaines, où tu storytell à balle. Putain, je me rends compte, on parle que anglais en fait. Bah, c'est les abréviations. Chaud. En même temps, le marketing, on l'apprend aux États-Unis parce qu'on a envie d'avoir un peu d'avance sur le marché français, tu vois. De toute façon, c'est même pas français. Ouais. Je sais pas comment tu peux le traduire en français. Je crois que c'est mercatique, non? Je crois qu'en français, c'est mercatique. Mais c'est terrible. C'est terriblement chum. Et tous les meilleurs exemples, ceux qui ont vraiment des bonnes techniques de vente, qui font des pages produits, etc., ils ont de l'avance aux États-Unis. Donc, c'est aussi pour ça qu'on arrive à avoir des méthodes un peu plus performantes que beaucoup sur le marché. C'est quand on se renseigne, on fait de la veille, on se rend compte que l'indispensable, c'est d'aller aux States parce que tous les bons acteurs français, en fait, sont déjà inspirés. Donc, si on veut être au moins à leur hauteur, il faut s'inspirer aussi. Donc, l'anglais fait... S'inspirer, mais pas dans tous les cas. Parce que je suis pas sûr que les mœurs français soient pareils que les mœurs américains. Non, ça, c'est certain. Et tout ce qui marche aux States ne marche pas forcément sur notre audience française. C'est vrai. J'ai testé quelques trucs, tu vois, des grosses landing pages bien longues, bien bourrin, là. Bon, non. Ça dépend le produit, en fait, tu vois. Quand tu fais ça pour des petits compléments alimentaires qui essayent de se donner une bonne image et que tu fais la grosse landing page bien bourrin, non, ça marche pas. Parce que les Français, ils ont besoin d'être rassurés, de faire 12 000 recherches avant, machin. C'est donc ça aussi. Faut jouer dans leur... c'est pour ça que c'est intéressant de coupler Meta à Google, parce que des personnes qui vont voir ton produit ne vont pas forcément acheter au premier clic. Ils vont regarder, ils vont analyser, etc. Ils vont aller sur Google. Ils vont taper des recherches, par exemple, déodorant huile de Nigel. Si tu as des concurrents, ils apparaissent. Et toi, tu es baisé, tu vois. Alors, pendant longtemps, on ne faisait pas. Et effectivement, les concurrents, ils se positionnent sur toi. Donc maintenant, on est obligé de faire un petit peu notamment juste sur le nom de marque, de défendre un peu. Moi, je ne suis pas le plus grand expert de Google. J'en ai fait un petit peu. Je sais que toi, tu es largement meilleur que moi. Donc, bon, j'ai testé à droite à gauche. C'est vrai que pour défendre ton nom de marque, il y a un moment où, si tu es vraiment bon sur Meta, de toute façon, tout le monde va te découvrir, tes concurrents aussi. Ils vont essayer de se dire comment je peux l'avoir, lui. Après, c'est un autre sujet, mais il recopie un peu tes pubs. Enfin, tout le monde se recopie, de toute façon. C'est déjà arrivé, ça, qu'il y ait des personnes qui s'inspirent? Ouais, de ouf. C'est un sujet du moment, parce qu'il y a quelqu'un en ce moment qui s'inspire. On a vu ça hier ou avant-hier. Donc il va falloir qu'on ait une petite discussion avec cette l'inspiration grande ou c'est vraiment de la copie, quoi, quasiment. C'est de l'inspiration à 80%. Quoi. Presque, on peut bonne inspiration. Ça de la jusqu'à la landing page. Ça a pris le tunnel de conversion au global. Exactement. Ça, c'est osé. C'est osé, j'espère qu'ils ont des bonnes marges parce que nous, on a des bonnes marges et du coup, on va faire la guerre. Intéressant. Mais oui, en fait, c'est le jeu. Comme on est visible sur les réseaux, des personnes qui font pas forcément de chiffres cherchent des solutions, voient quelqu'un qui a l'air de fonctionner, ils se disent OK, on fait pareil. Et sauf que ça va leur desservir parce que si toi, tu t'en rends compte, les clients potentiels qui visent s'en rendent compte aussi. Et au final, la marque, elle passe pour quelqu'un qui recopie, quoi. C'est pas ouf. Et puis, alors... Moi, le premier, forcément, tu regardes ce que les autres font. Oui. Il y a des formats, des fois, tu te dis, putain, ils sont trop forts. Je vais le reprendre à ma sauce, je vais pas copier-coller ce qu'ils ont fait. Mais l'idée, l'angle est intéressant. Essayons-le avec la sauce et l'essence de ce projet-là, tu vois. Avec la forme, le ton, la manière de communiquer. On va pas copier-coller. Mais ouais, c'est bien. Mais moi, je suis content quand les gens copient. C'est que ça veut dire peut-être que tu fais du bon taf. Ça, je pense que c'est une bonne conclusion.
pour ces ads-là. Et du coup, tu disais tout à l'heure sur Meta, tu étais focus vraiment full acquisition. Tes campagnes, du coup, il y en a. Enfin, c'est très rare, sauf pour les événements que tu prépares, que tu mettes des éléments de retargeting. Tu vois, par exemple, une campagne vraiment adressée spécialement Bah, en fait, ça dépend des produits. Ok. Je dirais que si c'est un produit hyper facile à capter, qui coûte pas très cher, un produit à moins de 20 euros comme ça, t'as peut-être pas forcément besoin de bombarder en retargeting toute l'année. Ok. Ou alors, c'est que t'as une bonne raison de le faire, tu vois. Ouais. Parce que ça veut dire que si t'as un produit à moins de 20 balles, c'est-à-dire que tu vas payer 2 fois ton clic. Il faut que ton taux de conversion il soit hyper élevé derrière pour que ce soit rentable. Parce que la personne, tu l'as fait cliquer une première fois, tu vas la retarget une deuxième fois, peut-être une troisième fois parce qu'il y a de la répétition retargeting. Au final, ton CPA, là, blended, encore une fois, désolé pour l'anglais, mais ton coût d'acquisition pondéré, bah, il va augmenter. Donc chez Exode, la plupart du temps, on fait pas de retargeting. Par contre, sur d'autres projets, ouais, on fait du retargeting parce que c'est des produits complexes où les gens ils ont beaucoup de freins. Donc, où on voit qu'en acquisition pure, c'est des fois un peu cher. Ouais. Tu es obligé de contrecarrer en faisant du retargeting et en mettant en place la bonne offre au bon moment. Donc, retargeting, j'aime ça, mais je suis pas sûr que ce soit valable pour tous les produits tout le temps, surtout quand tu démarres. Ouais, je vois. Tu peux, si aujourd'hui vous faites moins de 83 300 euros, là, pour faire en gros le million à annuel. l'année, si vous faites moins que ça, c'est peut-être pas et que vous avez un produit qui est pas hyper complexe et pas hyper cher, il y a peut-être pas forcément besoin de mettre beaucoup d'argent en retargeting. Ouais, je suis d'accord. Ok. Parce que si ça marche en acquise froide, c'est là que tu as gagné. Bah ouais, Si tu tu es fais ton obligé acquisition. d'avoir un gros retargeting avec toujours un code de 30% qui traîne, ça va être compliqué d'aller chercher parce que Ouais. on parlait du MER tout à l'heure, si c'est déjà compliqué au début, quand vous allez vouloir faire 10 fois plus, il va falloir faire des gros codes promo pour rentabiliser le truc. C'est clair. Et quand on fait de la pub comme ça, là, tu soulignes un point très important avec les réductions de moins 30%. Il y a aussi il y a une part de réussite dans le fait qu'on utilise des ads qui fonctionnent, qui attirent l'attention, etc., que tu as un bon produit, mais il y a l'offre aussi qui compte. L'offre est hyper importante. L'offre de bienvenue, typiquement, Ouais. c'est un indispensable. Et, Ouais. et je pense que ça peut le faire. Et réussir à bien la mettre en avant et à la rendre exceptionnelle, comme dirait un certain Hormozy, l'offre on va dire, c'était quoi? Irrésistible. C'est ça, une offre irrésistible, ce que tu te sens carrément bête de refuser. Et c'est important. bien que tu soulignes ça parce que tu me demandais tout à l'heure par quoi on commençait avec mes clients, par quoi je commence le taf. Et j'ai oublié de te parler de l'offre parce que je la mets un peu dans conversion. Parce que c'est ton offre qui fait ton taux de conversion. Mais l'offre, il faut qu'elle soit ultra sexy. Ouais. Et généralement, c'est OK, tu es capable. On fait toujours un pack, un truc. Je sais pas. T'as trois. Enfin, bon, je reprends Exode encore une fois, mais je pourrais citer d'autres marques. On a un déo, c'est 12,90 €. Ok, très vite, on s'est dit, vas-y, on fait le pack famille. Le pack 1 an, on en met 4, on en offre un. Et sur ce pack-là, les frais de port sont offerts. Ok. Jusqu'au temps. Ouais. Tu vas tout faire pour construire une offre de ouf. On sait que les ouais. gens, ils ont la flemme de payer les frais de port. Donc, tu vas faire une offre où les frais de port seront offerts pour ce produit-là. Tu fais en sorte que ce soit un produit pas à 15 balles, parce que ça va être galère, ou alors tu l'envoies en lettres. Bon, ok, pourquoi pas. Mais ton offre découverte doit être ultra, ultra sexy. Et derrière, ouais, il faut les frais de port, il n'y en a pas. Il y a une petite remise ou un truc gratuit dedans. C'est tout pour découvrir en fait l'univers de la marque. Ouais. Et c'est facile à faire ça, parce que généralement, toutes les boîtes peuvent faire un petit pack découverte, un truc, un machin. Et tu vas pousser les gens vers là. S'ils veulent acheter autre chose, ils achètent autre chose. Mais toi, tu sais que c'est le produit que tu vas le plus vendre. Et tu te rends compte derrière que c'est 80% de tes ventes. Voilà. Et qu'une fois que tu as trouvé la bonne offre, là, tu peux envoyer le budget. C'est ça qui est bien. Du coup, là, si on reprend un petit peu les bonnes pratiques, c'est dans un premier temps déjà un bet de founder. Un founder qui incarne sa marque, le FGC, comme tu aimes bien l'appeler, du coup, qui va pouvoir incarner sa marque sur les réseaux avec des publicités. Au début, parce que je sais que je suis en discussion avec notamment certains clients qui disent bon, ouais, mais il y a peut-être un moment où il va falloir qu'on se détache un peu de cette partie-là. Oui, je pense qu'il ne faut pas le faire ad vitam aeternam, mais au début, vas-y, allez-y sur le founder, allez-y. Hein. Et ensuite, un bon produit avec des marges correctes pour pouvoir balancer en acquisition et être rentable sur le long terme. Ouais. L'offre, un bet de pack découverte, donc qui va permettre aux personnes de se dire waouh, le produit a l'air incroyable, il y a une offre de découverte de fou, j'achète, c'est impossible de refuser, quoi. Et puis après de la rétention, et puis voilà, ensuite le produit fonctionne, quoi. Et après, une fois qu'on est arrivé à 1 million ou 2, moi je pense qu'une fois que tu as fait 1, tu peux faire 2. Arriver à 2, c'est peut-être plus compliqué. Moi je vois une certaine
un changement de game à partir de 200-250K par mois. Ok. Faut sortir un peu. Sortir les rames. Ouais, faut chercher d'autres canaux. Ouais. Je pense que tu peux facilement, juste avec un canal, tu fais 1-2 millions facile. Ok. Par contre, après, tu te poses quand même les questions de, ok, influence, ah, au fait, le SEO, je l'ai laissé un peu de côté. Est-ce qu'on ferait pas un truc à la télé? Ouais, je vois. Est-ce qu'on ferait pas Ça, un c'est peu de intéressant, passage ça. presse, machin? Parce que du coup, tu vois, là, on a parlé un petit peu des bonnes pratiques, mais est-ce qu'il y a des trucs, par exemple, sur lesquels il faut pas se brûler les ailes, tu vois, des erreurs à éviter? Typiquement, moi, je sais que la presse, je pense que c'est pas très important au début. Vaut mieux aller focus sur l'acquisition, Ouais. Meta Ads, tu vois, par Oui, exemple, parce que pour la avoir, presse vient avec ça. Voilà, c'est ça, la presse va venir. Et il y a beaucoup de marques, en fait, qui sont un petit peu appâtées par ces gros noms des magazines qui leur vendent des articles à 2000 euros, qui disent, OK, vas-y, je paye. Ils payent et derrière, il n'y a rien parce que c'est du one shot, parce que les gens ne connaissent pas, donc tu n'as pas d'impact en fait. Ouais. Donc, dans un premier temps, vraiment focus l'acquisition et éviter la PR tout de suite, donc la Ouais. presse. Et après. Pareil, bah, voilà. éviter de mettre 15 000 bahts dans un site au Ouais. début. C'est comme la presse, bon, ça va pas changer la donne. Ouais. Non, faut se focus, ouais, faut générer des premiers clients. Et il y a entre guillemets juste besoin de bonne créa, d'une bonne offre et d'un bon site. Et donc, puis t'as des exemples un petit peu d'erreurs sur lesquelles tu t'es, comme tu disais tout à l'heure, un peu cassé les dents, les trucs qu'il faudrait, des conseils à donner aux gens pour qu'ils évitent de se manger, quoi. Sur quelle partie? Sur la partie acquise, tu vois, typiquement sur un site internet, par exemple, comme tu l'as dit, éviter de payer 15 000 euros un site parce que ça va pas faire la réussite du projet instantané. Un site basique qui a les fonctions, qui est bien mis en avant avec les bons textes, ça fonctionne très très bien, au moins sur le premier million annuel. Ensuite, moi je disais, vaut mieux éviter la relation presse au début parce que c'est pas forcément le plus pertinent. Je sais que j'ai eu des mauvais, on va dire, retours avec ça parce qu'avant de lancer mon entreprise, du coup, KL Digital, à l'époque quand j'étais freelance, j'avais lancé Loupio, je faisais de la location de vêtements pour bébés. Ouais. Et donc là, moi, j'ai fait vraiment toutes les erreurs possibles. C'est-à-dire que pour anticiper, j'avais fait un site, mais bon, je l'avais fait à la mano. J'avais passé des nuits entières. Et pour être sûr de pouvoir délivrer à temps, j'avais acheté des énormes stocks. C'est-à-dire des dizaines de milliers d'euros d'investis dans le stock. Alors qu'il n'y avait personne qui avait acheté mon produit, tu vois. Et moi, j'étais teubé à l'époque, je ne savais pas. Mais en fait, au final, je me suis retrouvé avec un stock sur les bras. Et j'étais en mode, merde, fais chier, quoi. J'ai fait la même erreur. Moi, j'avais lancé une petite marque de fringues aussi quand j'avais 16-17 ans et j'ai encore tous les stocks chez mes parents. Donc, et d'ailleurs, ma mère me relance à chaque fois, qu'est-ce qu'on en fait, t-shirt? Ça fait 7-8 ans qu'ils sont là et ils resteront là encore pendant 20 ans parce que je me rends compte que c'était bien de la merde comme projet. Mais c'est ces projets-là qui font au fait que tu arrives à te dire, mais cet univers-là, je l'adore. Je me casse les dents 1 fois, 2 fois, 3 fois, 8 fois, 9 fois, et puis la 10e, tu commences à faire des trucs un peu sympas. Des erreurs à ne pas faire. Les salons, par exemple, au début, qu'est-ce que tu en penses? Tu vois, tout ce qui est salon physique. Typiquement, là, ce week-end, on était à Pharmagora ensemble. Ça, c'était l'occasion de se retrouver. Est-ce que tu conseillerais à une marque en e-com de se lancer, pas forcément sur Pharmagora, parce que c'est très spécifique? Mon avis va être un peu erroné là-dessus, parce que je me rends compte d'un truc, c'est que le online, c'est bien, mais le B2B devient ultra important à un moment aussi. Ok. Et c'est pas forcément là où je suis très bon. Donc, je pense d'ailleurs que il faut peut-être s'en soucier. C'est important. Alors, pas au début, mais croire que tu vas faire 50 millions juste en ligne, c'est un peu risqué. Ouais. Et on voit, il y a plein de boîtes maintenant. Une fois qu'elles ont fait 2, 3, 4, ça y est, elles ont leur pop-up store. Elles rentrent dans les pharmacies, les machins, les trucs. Donc, je pense que c'est la suite logique. Et la plupart des boîtes qui se montent aujourd'hui, elles commencent en ligne, c'est très bien. Mais il faut vite aussi penser à la suite, à être présent en physique pour une partie de l'audience qui... tout le monde n'achète pas encore en ligne, même si c'est vraiment en France, en Europe, je crois qu'on est vraiment très très bien en termes de maturité du e-commerce. Mais je pense que nous, par exemple, chez Exode, là, on se rend compte que cette année, en ligne, ça se passe super bien. Et cette année, il faut qu'on soit bon en B2B. En B2B. Après, dès le début, ça dépend en fait, ça dépend de la stratégie. Je pense difficile, moi, la boîte qui se monte, qui se dit, je vais être bon en B2B, en B2C dès ma première année. Et partir sur les deux. Moi, j'aurais tendance à dire choisis l'un ou l'autre, dépendamment de tes avantages et de ce sur quoi tu préfères bosser. Mais focus, défonce la première partie et l'année 2, tu fais le reste, tu vois. Il y a un peu, l'année 2 ou la deuxième partie, tu fais demi-temps, quoi. Ça, c'est intéressant aussi. Tout à l'heure, tu as mentionné l'Europe. On est bon en achat. Du coup, par exemple, lorsque tu as l'impression que le marché en France, ça y est, tu l'as déjà bien bombardé, que tu as des bons invests et des bons retours, à partir de quel moment ça peut être intéressant de partir dans un autre pays? Tu vois, je pense soit la Suisse, Belgique
Soit c'est déjà compris, soit carrément les pays comme l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre peut-être. Je sais que c'est plus compliqué maintenant avec le Brexit. Mais est-ce que, par exemple, ça fait partie des stratégies, une fois qu'on a passé le million, de se dire, c'est B2B ou alors c'est international, tu vois? Ça peut être un choix aussi, je pense. Bah, ça dépend, encore une fois, de la logistique de la boîte avec qui tu travailles. C'est vrai. Je pense que le faire dès le début, je sais pas. Enfin, moi je l'ai pas fait en tout cas. C'est sûr que c'est mort. Là, on en discute beaucoup et on a des lancements de prévus. On va lancer du collagène au UK, on va lancer potentiellement nos petits déos Exode en Allemagne. On réfléchit. Après, la logistique, c'est galère et ça dépend. Je pense que il faut aussi que, et ça, c'est pas forcément moi qui le gère, mais il faut que la boîte soit capable aussi, que ça lui mette pas trop de bâtons dans les roues. Ouais. Parce qu'il faut pas chercher un nouveau marché trop rapidement. Tu vois, si tu as fait 500 000 balles, tu sais que tu peux faire 10 fois plus en France. Oui. Tu lances vite un autre pays, et en fait, tu te rends compte que tu n'as plus le temps de développer le premier machin. Donc, je pense que c'est une question de priorité. Ça dépend encore une fois du marché, du produit, et de la capacité à faire en sorte que ça ne te casse pas trop les couilles de lancer un nouveau marché. Ouais, ça si tu as tout pour, hein. que tu as ton logisticien qui envoie pour quasiment le même prix dans un autre pays, que tu n'as pas de gros concurrents là-bas, que tu as déjà des gens qui, et c'est le cas pour certaines boîtes, qui commandent depuis ce pays-là, tu te dis, tiens, on fait pas de communication, mais on commence à avoir des gens qui nous connaissent là-bas. Là, c'est intéressant. Ok. Mais te dire dès le début, ouais, je lance B2C, B2B, 4 pays, machin, tu te brûles alors les ailes, que en fait. tu as 10 000 balles de trésor, c'est impossible. C'est clairement impossible. Focus France, Belgique, Suisse, si tu veux. Moi, personnellement, je le fais même pas sur tous les comptes. Ok. Et puis après, tu vois. Ouais, Parce que là, si on se cantonne sur un podcast 0,2 millions, il n'y a pas forcément besoin de faut rester pays, en France. nouveaux trucs. Premier... Une fois que tu as atteint ce truc-là, ouais, après. Intéressant. Mais il y a un peu de chemin quand même. Il y a du chemin. Parce que pour faire 2 millions, il faut faire 166 par mois, en gros, quoi. Quand tu pars de zéro, ça peut être vertigineux pour certaines marques, mais en vrai... Ça va très vite. Ça peut aller très vite. Après, il faut une certaine ambition. Où je me suis retrouvé dans certains cas où, toi aussi je pense, où il y a une certaine frilosité, tu vois, je sais pas si ça se dit frilosité, mais y a des personnes pas envie, peur de balancer 40 000 euros dans le mois en marketing. Mais si tes 40 000, ils font 160 000, t'as un MER de 4 du coup, pour les matheux, c'est bon. Pourquoi s'en priver? C'est des gros invests, mais c'est toujours... Et il y a la saisonnalité, tu vas pas balancer 40 000 balles en mars, si c'est pas ta saison, en août non plus. Par contre, en octobre, ça peut valoir le coup. Octobre, novembre, décembre, ça peut valoir le coup. On connaît la puissance de Q4 qui représente parfois un bon tiers du chiffre d'affaires, voire quasiment la moitié du chiffre d'affaires de l'année. Hein. Et tu sais, des fois, je me dis... on ferme toute l'année. Parce que dans la première... non, mais je me dis, des fois, tu vois, dans la première startup où j'étais, on balançait 10-20 balles de budget par jour. Ok. Et ce que font beaucoup de boîtes, des petites PME, des magasins physiques, il y a plein de gens qui mettent des petits budgets ou qui boostent des postes, mais bon, ça on n'en parlera pas parce que c'est la merde. Et là, tu te rends compte des fois que tu balances des 15-20 cas par jour, tu te dis putain, waouh. C'est vrai que ça peut faire peur. Ouais. Mais par contre, à partir du moment où tu as les résultats, c'est un calcul en fait. C'est que des chiffres derrière. C'est que des chiffres. Faut kiffer les maths, et puis après tout est bon. Ça me paraît pas mal, on a déjà bien J'ai envie de discuter avec toi encore 2 heures. J'ai envie de te poser des questions. On y reviendra plus tard. Prochaine fois, tu m'invites dans ton podcast. Bon, je lance mon podcast. Non, je rigole. Non. Peut-être cette année, peut-être l'année prochaine, peut-être un jour. Ouais. Mais moi, je me connais. Si j'en lance, je vais en faire un. Et puis après, il n'y en aura plus pendant 6 mois. Donc, non. C'est pas grave. L'essentiel, c'est de se lancer. Ouais. Tu mets un pas après l'autre. Oui. La sagesse. Oui. Mais grave cool en tout cas. Je pense qu'il y a beaucoup de valeur dans ce qu'on s'est dit. J'aime beaucoup, moi, du coup, même la façon dont on a d'échanger, tout ça. Pour conclure, parce que ça va faire 45 minutes, je pense, à peu près, même 1 heure. Qu'est-ce que tu as envie de... Tu as des choses à partager, par exemple des événements, des choses, des réseaux. Partage un peu tes réseaux, LinkedIn, TikTok, Insta, Twitter. Qu'est-ce que tu veux nous partager? Mais je cherche pas de clients actuellement. Eh oui, mais le mec est trop fort, il est fou déjà. Non, je suis pas trop fort. En vrai, je sais que t'es fort. Je pense que n'importe qui peut réussir à être bon. Faut juste la passion et un peu de créativité. Et puis beaucoup de travail aussi. Et puis, mais la passion, c'est le travail. Enfin, oui, moi je lis les deux, mais si t'es matrixé par ce que tu fais et que tu vraiment t'aimes ça, t'y arriveras. Donc, j'ai pas forcément de conclusion. Faites du FGC. Founder Generated Content. Mes chers founders, mettez-vous devant la caméra.
Envoyez-moi un petit message si vous voulez que je vous fasse des scripts. À la limite, ça, je peux le faire. Ok. Mais non, sinon, sur LinkedIn, c'est Thibaut Ravardel. Ça doit faire 2 mois et demi que j'ai pas posté. Ça, c'est un autre sujet. Il faudrait qu'on se fasse un petit podcast sur LinkedIn parce que moi, des fois, ça pique. Il y a des choses qui sont cool, des choses qui sont moins cool. Ouais, j'aime pas. Il y a des choses que j'aime bien, il y a des choses que j'aime pas, comme partout, hein, mais c'est vrai que des fois, il y a des trucs qui sont un petit peu saoulantes, quoi. Peut-être t'es tiraillé parce que LinkedIn, en vrai de vrai, bah, c'est ce qui permet de vivre, enfin, pour moi et pour toi aussi, tu vois. Enfin, moi, sans LinkedIn, là, aujourd'hui, j'aurais peut-être plus de mal à trouver des projets. Donc, bah, vas-y, je vais pas cracher dessus. Mais quand tu t'y mets trop, tu vois, et quand t'essaies... Bon, je me suis jamais mis comme un gros bourrin, mais je suis pas du tout régulier. Mais quand tu essayes de devenir régulier, vite, tu te compares aux autres, tu te rends compte que ça raconte pas mal de conneries. Les gens pensent que tu racontes des conneries. Parce que moi, quand je cale un truc, ouais, je vais t'accompagner de 0 à 2 millions. Ils se disent, mais c'est qui ce pélo là Il se fout de ma gueule. Ça, alors que non. Et ça, j'ai remarqué. Alors derrière, je peux montrer les chiffres et ça marche. Bah ouais. Et c'est ça que j'ai remarqué au début, c'est bizarre. En discutant avec beaucoup de personnes dans la vraie vie, c'est que le contenu qu'on crée sur les réseaux, sur LinkedIn, tout ça, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de la merde en fait. Ils veulent pas. Enfin, ils ont du mal à nous croire. Ils disent ok, un gars qui raconte n'importe quoi. Par contre, quand c'est toi, tu parles en physique et qu'il y a quelqu'un derrière. Bah, typiquement, comme sur le salon, tu vois, quand on discutait avec Rally, et qu'il y a d'autres personnes qui viennent, disent ouais, bah, c'est là où tu te rends compte c'est cool quand même. Bah ouais, et tu vois que les gens ils disent ah oui, ok, donc c'est pas des blagues, c'est pour de vrai. Bah moi aussi je veux le faire maintenant. Et en fait, je pense que la création de contenu, elle devrait être plutôt sur les faits établis avec par exemple des témoignages ou des trucs comme ça ou des discussions. Et c'est pour ça que le podcast, ça me plaît bien parce que ça permet d'inviter des personnes qui racontent vraiment leurs expériences, leurs compétences. Et derrière, c'est réel, tu vois. C'est pas du pipeau. Il y a des vrais chiffres, des vraies entreprises. C'est vérifiable. Et c'est pas juste des études de cas que tu peux peaufiner ou changer des chiffres parce que je sais qu'il y a des petits malins qui font ça des fois ou qui copient même. J'ai déjà vu j'ai déjà vu mon ad, mon BM dans un post qui était pas le mien, tu vois. C'est vrai ? Je te jure. D'une personne que je connais ? Bah, je la connais pas personnellement, mais c'est des créateurs LinkedIn qui font des études de cas. Je pense qu'elles pensaient que j'allais pas le voir. Et ils prennent ton... Et ils voient mon BM avec ma structure parce que j'ai déjà fait des études de cas aussi, tu vois. Ouais. Et là, je me dis, ah l'enfoiré, ok. Mais alors moi, ça me dérange pas. Parce que ça me dérange pas, j'ai pas envoyé de message, mais c'est quelque chose, tu vois, qui fonctionnera pas pour lui parce que si... Non, les boîtes vont bosser avec lui un mois, et puis après, voilà, au bout d'un mois, elles vont avoir peur de toutes les agences. Bon, c'est un... Il y a à boire et à manger, il y a des bons, il y a des moins bons. Ce sera la conclusion. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Voilà, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Exactement. Suivez tous notre ami Kylian sur les réseaux parce que c'est un mec en or. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir. J'espère que j'ai pas raconté trop de conneries. Non, je pense qu'on est bon. En tout cas, ça correspond à l'image que j'avais envie d'avoir. Voilà, sachez que rien n'était anticipé. En fait, on n'avait rien prévu. On s'en est parlé comme ça. Viens lundi 10h, on se fait un truc. Ok, go. C'est ça. Et on n'avait rien prévu. Donc, on espère que ça vous a fait kiffer. Tu sais, je fais genre, c'est mon podcast maintenant, tu vois. Mais vas-y, prends le lead. Moi, je t'écoute que du pain béni. Et venez en Bretagne, parce que non, Paris, c'est cool. Par contre. Paris, c'est cool, mais venez faire un tour en Bretagne. Non, mais super intéressant. C'est vrai qu'en fait, avec Thibaut, on se connaît depuis 2 ans et on a à chaque fois des bonnes discussions. Et je me suis dit, putain, ce serait trop cool qu'on puisse discuter comme on l'a fait là et de le partager avec tout le monde. J'espère que ça plaira. Il y en aura d'autres. Je vais inviter d'autres personnes avec qui je m'entends très bien aussi. C'est le but. Et puis Thibaut, j'espère qu'on aura d'autres sujets. Et on en fera d'autres. Moi, ça me chauffe. En tout cas, ça m'a bien fait kiffer. Merci, mon gars. À très vite. À très vite. Et puis voilà, on peut couper. Hein.